Hola, muy buenas tardes. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce cycle appelé Repensando el Mañana du Forum de la Culture 2022 en collaboration avec la Fondation Telefónica. Merci à tous d'avoir organisé ce forum et merci à ces deux invités que je vais présenter pour avoir l'occasion d'entendre ces réflexions dans un temps si compliqué. Donc, sont avec nous Rosa Montero, une très reconnue écrivaine espagnole qui n'a pas besoin de présentation. Je voudrais tout de même souligner qu'elle est, ou elle a été, on verra plus tard, journaliste et encore une meilleure écrivaine, romancière. On parlera des genres, de tout. Prix national des lettres en 2017. Et nous avons également l'honneur d'avoir avec nous Emmanuel Carrère en visio, connecté depuis la France, un très grand écrivain français, grand créateur de la littérature de non-fiction, de l'autobiographie, comme on voudra appeler les différents genres qu'il emploie en tant qu'outil de la littérature. Limonov, Le Royaume, Yoga. Rosa a écrit Amado mío, Te trataré comme una reina, La chair. Et donc, ils sont revêtus de toute l'autorité pour pouvoir partager le monde à travers leur monde. Je vous souhaite la bienvenue à tous les deux. Et pour commencer, on va inviter Emmanuel, puisqu'il est par visio. Vous écrivez pour expliquer le monde. Expliquer, expliquer, c'est bien, c'est un bien grand mot. C'est plutôt, comment dire, mettre en forme des questions, mettre en forme des perplexités. Les réponses ne sont pas vraiment mon talent principal, mais j'essaye voilà, de donner une forme à cette espèce de monde un peu incompréhensible qu'est le nôtre, enfin à la fois notre monde individuel et notre monde collectif. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous écrivez pour expliquer le monde. Miradísimo, Emmanuel Carrère. Être avec vous, Emmanuel Carrère, et avec toi, Bernard, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Emmanuel Carrère. On n'écrit pas pour apprendre aux autres, on écrit pour apprendre nous-mêmes. On essaye de donner un peu de lumière sur tes propres énigmes et obsessions. Si tu descends trop bas de toi-même, ce sont les énigmes à tous, parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a la totalité de l'être humain. Donc, on essaie d'apprendre, de découvrir quelque chose. Si vous écrivez un livre et vous n'avez rien appris, les livres n'est pas réussi. Donc, il s'agit d'apprendre en tant qu'auteur, personne. Et le reste, c'est pour les lecteurs. Vous deux, vous savez pratiquer différents genres littéraires. On en parlera plus tard, mais je voulais parler des outils qu'il utilisait. Emmanuel Carrère, c'est la littérature de non-fiction, les récits. Rosa, en général, le récit. On parlera plus tard du journalisme, mais aussi un peu d'autofiction, de non-fiction. Au moins, dans votre livre La folle du logis et l'idée ridicule de ne plus jamais vous revoir. Dans ces deux livres, comment vous choisissez le genre, ou bien c'est les genres qui vous choisissent à vous. Sobre los géneros. Si vous voulez bien commencer, Emmanuel. Là, vous citiez le livre de Rosa, l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, qui est un livre que j'aime beaucoup. C'est au fond, c'est typiquement un de ces livres où quelque chose du monde extérieur trouve écho dans une expérience personnelle, puisque Rosa, à partir de Marie Curie, du monde scientifique, de la science au XXe siècle,
fait écho à sa propre expérience personnelle, et je pense que le livre est très riche et très émouvant à cause de ça. Moi-même, enfin voilà, j'ai l'impression qu'on a des façons de faire qui sont pas si éloignées. Moi, j'ai tendance, quand j'essaye de parler de sujets, enfin, qui peuvent être vastes, comme par exemple au fond, dans un livre comme Limonov, c'est la fin du communisme. Dans un livre comme Le Royaume, ce sont les débuts du christianisme. Enfin, des gros sujets comme ça. Mais je les raconte à travers ma propre expérience, à travers ma propre narration. Et ce que, bien sûr, on peut considérer comme une marque de narcissisme, c'est probablement vrai en partie, mais pas seulement. C'est aussi assumer la subjectivité en disant qu'on ne croit pas à l'objectivité. Moi, je ne crois pas qu'on puisse écrire un livre comme si c'était la vérité révélée. Vous voyez, on l'écrit à travers le prisme de sa sensibilité, de ce qu'on est, même de sa classe d'âge, de sa classe sociale, de tout ce qui nous détermine. Et j'ai l'impression qu'on a intérêt, qu'il vaut mieux au fond reconnaître ces déterminismes que faire comme s'ils n'existaient pas, et qu'il vaut mieux accepter d'écrire à la première personne que d'écrire à une troisième personne qui n'est personne en réalité. Et pour vous, merci d'avoir lu l'histoire ridicule de ne plus jamais te revoir. Réellement, je ne crois pas au genre, à cet auteur du XXIe siècle. Être dans une boîte conventionnelle pour essayer de comprendre l'immensité du monde, c'est saugrenu. Donc la littérature qu'on fait à l'ère actuelle, pendant notre siècle, notre temps, c'est un hybride, métis, reconstruit, qui glisse. La littérature que l'on fait correspond, comme vous l'avez dit, Emmanuel, tout ce que nous sommes se reflète dans nos œuvres. Et ce que nous sommes répond au monde dans lequel l'on habite, ce monde qui glisse, glissant. Et je veux plusieurs romans, en tant que tels, à proprement dire, avec des personnages imaginaires, comme par exemple, j'ai aussi science-fiction et d'autres personnages qui, en principe, n'ont rien à voir avec moi, mais au fond, il y a toujours, évidemment, quelque chose de vous-même qui est reflété au plan du symbolisme, que même vous savez pas, vous ignorez comment ça se traduit dans votre personnage. Donc, concernant votre question, est-ce qu'on choisit les genres? Moi, je pense que les genres n'existent pas. Et le livre naît, ces petits œufs, cette première idée, cette idée qui vous donne un mouvement, a déjà toute une forme. Donc, les livres viennent dans mon esprit avec une forme déterminée. Il faut voir, regarder, être capable de transposer ça au texte écrit. Mais la forme vous est donnée. Et même si j'ai plus de romans qu'Emmanuel, à proprement dire, même si j'ai aussi des livres comme vous, en quoi nous nous ressemblons, j'ai lu tous vos livres, je vous ai cité dans plusieurs livres, dans les livres que je vais publier au mois de mars, je vais vous citer également vos œuvres. Donc cette affinité, ce que je ressens, c'est que vous avez la même conception de la réalité en tant que quelque chose de peu fiable. Pour moi, la différence... La gente llama realidad y lo que llama fantasía, para mí no existe, está como mezclado, ¿no? Entonces, en mis novelas, más novelas, lo que hay es mucha contaminación de la realidad. En mis novelas, más novelas, siempre pongo personajes reales que en realidad me los he inventado. Por ejemplo, hablo de Borges y cuento una historia que es mentira. Entonces,
siempre hay esa mezcla entre lo real y lo fantástico o lo imaginario, porque en mi vida tengo la sensación de que es así, de que el mundo es una fantasmagoría, es una especie de espejismo resbaladizo, ¿no? Y yo creo que él se siente así. Bueno, pero Alors, Emmanuel, attendez, je voudrais dire sí. plus de traduction depuis à peu près ce que dit Rosa en espagnol, sans doute parce qu'on se comprend bien, mais malgré tout, ça Hay me que serait utile solucionar. d'avoir une traduction. Oh, Hay que solucionar. Donc, no, Oui, maintenant, Ahora, maintenant. oui, oui. là, oui, vous savez la traduction? sí, ha dicho Rosa que la Rosa disait que la réalité est peu fiable face à la fantaisie et que peut-être vous ressentez la même chose. Je crois que vous avez fait des livres. Si vous me permettez de vous tutoyer, comme Limonov, tout est vrai. Quisiera tu reflexión sobre estas palabras de Rosa. Para ti la realidad es poco. Est-ce que la réalité est peu fiable face à la fantaisie? Quand vous dites la fantaisie, vous voulez dire l'imagination? No, exacto, digo la imaginación. Digo que Oui, entre d'accord. la imaginación. Oui. L'imaginaire, c'est ce que les gens appellent l'imagination et la réalité. Pour moi, tout est mélangé dans la réalité. Il y a une différence qui me frappe, c'est que les œuvres d'imagination, les romans, ils sont contraints à la vraisemblance, ce qui n'est pas du tout le cas de la réalité. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'adversaire et l'adversario, qui est d'après un Sí. fait divers, une affaire criminelle absolument terrible. C'est l'histoire d'un type qui était que tout le monde pensait être un grand médecin, travaillant à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Tout le monde le pensait, ses amis, sa famille. Et puis un jour, il a tué toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, le chien, et on a découvert qu'il mentait à tout le monde depuis 20 ans. C'est une histoire stupéfiante. Mais c'est par ailleurs une histoire très invraisemblable. Normalement, si vous voulez, il aurait dû 1000 fois se faire démasquer, ne serait-ce que, vous voyez, par toutes les mailles du réseau social, les impôts, la sécurité sociale, des choses comme ça. Ça n'est jamais arrivé. Si c'était une fiction, elle ne serait pas vraisemblable du tout. Je suis sûr que si je l'avais apporté à mon éditeur en lui disant « c'est un roman », il m'aurait dit « écoute, je pense que c'est une bonne idée, mais il faut quand même que tu la retravailles de manière à ce qu'elle soit vraisemblable ». Or, la réalité n'a absolument pas besoin d'être vraisemblable. Dire, vous savez que la phrase selon laquelle la réalité dépasse la fiction, c'est évidemment un lieu commun, mais c'est aussi une vérité. Vous voyez, l'adversaire, un livre absolument extraordinaire, le propre personnage a créé une réalité propre qui n'existe pas. Donc c'est un jeu où on fait les tours entre l'imagination, la réalité. Carrère a fait un livre qui est réel, mais à travers de la littérature à propos d'un personnage qui a inventé sa propre vie. Sa réalité était un mensonge, même si tout le monde y croyait. Et cette crédibilité a coûté la vie des autres. Donc la réalité et la mort. La mort, voilà une réalité. Ce jeu constant des limites entre la réalité et l'imagination, ça me donne du vertige. Et je retrouve ça dans vos livres. Oui, c'est un cas où le personnage central a créé sa propre fiction. Et aussi la biographie de Philippe Cadic. Cadic, c'est un autre personnage qui avait des délires dans sa vie. C'est encore un personnage qui vivait dans un lieu, dans une réalité de l'imagination inventée. Donc je crois que vous, Emmanuel, vous avez toujours eu cette passion de rechercher
à propos de la frontière glissante de la réalité. Quelque chose que je voulais vous demander avant d'avancer. Dans l'idée ridicule de ne plus jamais vous revoir de Rosa Montero, comme Emmanuel nous a expliqué et fait le lien entre le mémoire de Madame Curie et les deuils de ton mari, et tu nous offres cette réflexion mélancolique, littéraire, très très tendre, qu'on a plaisir, même si elle est dure. Je voudrais te poser la question. Vous savez, derrière l'homme qui a été votre mari, et vous ressentez qu'est-ce qu'il dirait au cas où il était vivant. Oui, dans les livres, je l'ai dit, probablement, si elle avait vu qu'il était l'objet de mes citations, il aurait été gêné parce qu'il était très très réservé, mais une fois qu'il est mort, je crois pas à une autre vie, mais je pense qu'après la mort, on réussit à avoir une certaine sagesse. Donc, mais il est intéressant, et Emmanuel Carrère, et comme j'ai vu dans un roman russe, l'effet que les personnes qui se retrouvent reflétées puissent être gênées. C'est le cas avec votre ex-femme. Dans mon cas, Pablo, mon mari, ne pouvait pas être dérangé, mais je coupais une scène parce que je trouvais que c'était trop intime et qu'il n'aurait pas aimé. Donc j'ai éliminé cette scène qui racontait des choses de ce que nous sommes, l'être humain. C'était une scène qui avait du sens, évidemment, mais justement, j'ai voulu l'effacer pour respect de mon mari. Et dans votre cas, Emmanuel, avez-vous cette crainte de déranger les autres ou vous n'avez jamais eu cette peur? Si, je l'ai, mais d'abord, je voudrais dire que je n'ai pas à me mêler de ça, mais que je suis sûr que le mari de Rosa aurait été profondément ému parce qu'elle a écrit de leur amour, parce que c'est voilà, c'est une magnifique, c'est très beau un tel amour. Donc pour ma part, ce que j'ai pu écrire ou ne pas écrire. Ça n'avait pas la même harmonie, si je peux dire. C'était plus, ça raconte des situations plus conflictuelles. Mais bien sûr qu'on a peur de faire du mal en écrivant. Et dans certains cas, je pense que j'en ai fait. J'essaye d'être très très attentif à ça, mais je sais dans quel cas j'en ai fait. Soit en parlant de quelqu'un, soit en n'en parlant pas. Mais j'ai pas la conscience absolument tranquille, quoi, là-dessus. Bueno, hablemos un Je poco. sens que tout le monde est accablé. Sí. Tout à fait. On va parler justement du monde. Vous deux, vous avez exercé le journalisme. Emmanuel, vous écrivez de chroniques sur le procès des attentats à Paris, qui sont aussi publiés chez les quotidiens El País. Rosa, tu n'exerces plus le journalisme, à l'exception de quelques articles. Donc, qu'est-ce que le journalisme vous a fourni, vous a apporté, dans votre cas, Emmanuel, étant journaliste à ce moment-là, à l'heure actuelle, et Rosa, vous dites non, vous refusez pas absolument. Je continue à écrire des articles tous les dimanches. De temps en temps, on me demande certains textes à propos de Montserrat Roig, etc. Mais je commençais à être journaliste à 18 ans. Et ça fait 50 ans que je travaille en tant que journaliste. C'est énorme, très, très fatigant. J'ai travaillé comme une folle, j'ai tout fait. Et le journalisme m'a donné énormément de choses parce que j'ai été
une, une, une- j'ai fait tout ce qu'on peut faire. J'ai fait des reportages, excepté le monde des sports, j'ai tout fait, des interviews. Donc ça a été génial parce que cela m'a permis de connaître d'autres mondes. Et pas seulement le monde géographique, parce que j'ai beaucoup voyagé, mais je parle surtout des autres mondes intérieurs, du monde des autres personnes. Le journalisme, c'est un voyage vers l'autre. Donc, j'ai beaucoup aimé en tant que métier, mais j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup trop. Et j'ai peu des années à vivre. Donc, je vais les consacrer à des choses vraiment. Et moi? Sí, Et qu'est-ce que le journalisme vous a donné? Oui. sí, sí. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de journalisme, pas autant que Rosa quand même, mais j'ai fait, disons, j'ai commencé en étant critique de cinéma, et ensuite, je me suis mis à faire des articles sur des sujets assez divers, et ensuite, j'ai fait surtout du reportage. Et alors, j'ai eu cette chance de pouvoir faire du journalisme dans des conditions très privilégiées. Le principal privilège étant la longueur, la possibilité d'écrire des reportages longs. C'est rare que la presse vous donne de la place. D'une certaine manière, c'est devenu plus fréquent depuis qu'existent des choses, vous savez, que les MOOCs, les choses comme ça, où c'est à la fois un livre et un magazine, où il y a des comme ça maintenant, des journaux de grands reportages. Et ça, je trouve ça très, très, très précieux. Je pense que on a des âges assez proches et on a traversé des expériences générationnelles assez proches, Rosa et moi. Je pense qu'on a, je ne sais pas, tu me contrediras si tu n'es pas d'accord, mais on a quand même vécu une époque qui était une époque assez bénie du journalisme, où il y avait de l'argent dans les journaux, où il y avait de l'argent pour envoyer les gens en reportage. Maintenant, c'est catastrophique de dire être un jeune journaliste, c'est partir dans un domaine totalement sinistré, comme d'ailleurs dans beaucoup de professions, mais il faut vraiment avoir envie d'être journaliste maintenant. Nous, on a connu une époque assez glorieuse du journalisme, où c'était voilà, où on s'amusait bien, où on n'était pas forcément très bien payé, mais enfin voilà, c'était pas la misère, quoi. Moi, en tout cas, je dois beaucoup au journalisme. Je dois beaucoup au journalisme à cause des occasions que ça m'a donné de m'approcher de situations, de problématiques, de pays, de gens. C'est aussi une façon d'aller vraiment vers l'extérieur par rapport à une tendance un peu de repli qu'on peut avoir quand on est écrivain. On a un peu tendance à se replier sur soi. Le journalisme vous ouvre vers le dehors, vers l'autre. Et pour moi, au fond, je trouve qu'il y a, dans mon cas, je ne vois pas de grande différence de nature entre ce que je peux écrire dans des livres et dans des articles. La différence est une différence de longueur, mais fondamentalement, c'est à peu près la même chose, quoi. Par exemple, en fait, j'ai été parti faire pour un magazine français, parce que l'idée m'avait amusé, tout ça, un reportage, un portrait de Édouard Limonov, que personne ne connaissait. Et au bout j'ai fait un très long reportage, vous voyez, quelque chose comme 50 ou 60 000 signes, que je ne sais pas si on compte en signes ou en mots en Espagne, mais disons un très long reportage. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais envie de continuer. Et j'ai passé 2 ou 3 ans de plus à faire tout un livre. Mais en réalité, entre le reportage et le livre, il n'y a pratiquement pas de différence de ton. L'un a débouché sur l'autre. Mais encore une fois, c'est un privilège et de pouvoir faire du journalisme de cette façon, avec cette liberté et cette place, cet espace. Cette question d'espace, elle est centrale. Hein. Tout à fait, c'est incroyable, mais c'est vrai, à une époque, on avait cette richesse et, dans le monde du journaliste. Tu pouvais passer 2 mois à l'autre bout du monde avec des billets d'avion qu'on pouvait changer à n'importe quel moment. Donc,
Aujourd'hui, les conditions de travail sont vraiment terribles. On a eu de la chance au niveau de notre génération et dans pas mal de choses, on a vécu aussi l'amour libre sans les sida. Donc c'est aussi un avantage important. Et c'était génial d'être journaliste à cette époque-là. Quelques portraits biographiques que j'ai fait. Oui, portraits biographiques entre littérature plus éloignée du journalisme et le journalisme. Ça ressemble un peu à votre Limonov. Mais vous voyez, le reste, je ressens, je vois une différence, à l'exception de ces quelques portraits biographiques, entre mon journalisme et la fiction. Même l'autofiction, je vois une différence parce que concernant le journalisme, je parle de ce que je connais. Parce que je fais des recherches, je fais des interviews, de tout ce que les gens me racontent. Je parle donc de ce que je connais. Au niveau du roman, je parle de ce que je ne sais pas que je sais. Je connais sans le savoir. Ma connexion avec l'inconscient pour le roman, c'est étroite. Elle est étroite, beaucoup plus que au cas du journalisme. Mais dans les cas des livres, même de non-fiction, les livres sortent toutes seules, comme si j'étais là simplement à entendre et écrire. Concernant le journalisme, j'ai toute une conscience et un contrôle de ce que je raconte. Vous savez peut-être un avis en ce qui concerne ce que Rosa nous a dit, Emmanuel? Oui, tout à fait. J'ai aussi, au fond, je pense qu'on a la même, un peu la même expérience, comme disait l'autre, OK, boomer. On a la même expérience, et ça vaut pour moi. Hein. On a cette expérience un peu privilégiée. On a, au fond, le journalisme nous a beaucoup donné. Et je trouve important de ne pas considérer le journalisme comme une chose, comment dire, hiérarchiquement en dessous de la littérature, mais comme une partie de la littérature, comme un genre littéraire, une forme littéraire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais été très heureux quand le prix Nobel a été attribué à Svetlana Alexievitch. Non seulement parce que je l'admire beaucoup, mais parce que c'était donner le prix Nobel à quelqu'un qui est foncièrement une journaliste. Que cette journaliste soit un écrivain génial, elle n'est pas moins un journaliste. On ne va pas dire, ah oui, parce qu'elle est formidable, ça n'est plus une journaliste. Non, et je pense qu'elle-même se revendique comme une journaliste, comme quelqu'un, c'est ça sa base. Sa base, c'est de faire des interviews, et ensuite de faire un extraordinaire travail de montage avec ces interviews. Mais ça, encore une fois, c'est quelqu'un, son terrain, là d'où c'est le journalisme. Es como Sangre Fría C'est comme a Sangre Fría. À sang-froid de Truman Capote, c'est un reportage et un document littéraire extraordinaire concernant l'Union soviétique. Dans votre cas, Emmanuel, comment vivez-vous la couverture des procès de Paris? Je le vis péniblement, parce que tout de même, c'est une chose... vous voyez, ça a commencé en septembre, ça va durer jusqu'en juin, c'est presque une année de vie à aller tous les jours, quand même écouter des choses terribles, terribles, par moments très émouvantes aussi. Il y a des moments où on assiste à quelque chose qui donne une impression très, très haute, et de la justice et de l'humanité. Mais globalement, c'est quand même terrible, ce à quoi on assiste et ce qu'on entend. Mais je trouve qu'il se passe quelque chose d'extraordinairement passionnant là-dedans, et qui est presque, d'une certaine façon, c'est comme il y a quelque chose de littéraire, de romanesque, le fait que les 9 mois de ce procès, on met 9 mois à essayer de déplier, d'éclairer, de décortiquer dans tous les sens quelques heures d'une nuit.
ce qui s'est passé pendant ces quelques heures. Mais quelles en sont les origines dans la vie de chacun, dans l'histoire, tout ça. Il y a quelque chose d'absolument fascinant dans cette entreprise. Et par ailleurs, c'est quand même d'une richesse humaine, historique, politique, religieuse, exceptionnelle. Mais c'est une épreuve, c'est vraiment une épreuve. Je voudrais faire appel à votre condition des penseurs que vous êtes, des personnes qui pensent, car la journée appelée Repensando el Mañana, repenser l'avenir, notre conversation s'appelle Le monde à travers mon propre monde. Vous êtes tous les deux écrivains et journalistes. Je pense qu'Emmanuel est très lié à l'Union soviétique, de tout ce que j'ai pu lire et vu la biographie de Limonov. Quand on voit ce qui se passe à Kazakhstan, en Ukraine, tout ce que Poutine représente. Et donc, je voudrais connaître votre réflexion à propos de ce qui vous préoccupe le plus dans le monde. La Russie, la Chine, la crypto-monnaie. Quelle est votre principale préoccupation à l'heure actuelle, Emmanuel? Emmanuel, si quieres. Ben, je ne sais pas, moi honnêtement, je suis assez pessimiste, c'est-à-dire que j'ai tendance à trouver que enfin, tout cela, ce sont des éléments qui font partie d'une catastrophe générale et qu'il n'y a pas, on peut toujours chercher des motifs d'espoir, mais je ne les vois pas, quoi. Honnêtement, je ne les vois pas. Donc, oui, il y a des choses, quelque chose, c'est sur le plan politique, c'est sur le plan environnemental, c'est sur le plan social, c'est sur le plan des migrations d'un continent à l'autre, enfin tout ça, il y a une espèce de... Et puis tout simplement, je ne sais pas, la population de la planète est arrivée à un degré démographiquement tellement... voilà, qui n'a jamais été connu auparavant. Là, je pense qu'on arrive à une espèce de masse critique. Donc, je suis bien incapable de tenir un discours porteur d'espoir, franchement. Rosa, oui, c'est vrai, on vit un moment terrible. Dans la trilogie des science-fiction que j'ai écrite, que j'ai commencé à publier il y a 11 ans, j'ai parlé déjà de quelque chose que je voyais à l'époque, c'est qu'on traverse un moment, et j'étais déjà préoccupée à l'époque d'un manque de crédibilité, un manque de justification, un manque de légalité de la démocratie. Donc la démocratie est en crise de légitimité. Il y a des gens qui ne croient plus, car la démocratie qui est transparente en elle-même, et c'est une grande valeur de notre système, permet de voir, grâce à cette transparence, la corruption, l'injustice, l'hypocrisie, et surtout à partir, comme une conséquence de la crise de 2008, les gens se sont aperçus qu'on a, en théorie, nous sommes sortis de cette crise, mais avec un coût d'une perte de richesse, d'un appauvrissement du 25% de la société. Donc les gens se sont aperçus de cette conséquence et de que leurs responsables n'ont pas payé. Ils sont même encore plus riches actuellement parce qu'après la crise, il y a eu la différence entre les riches et les pauvres est augmentée. Au contraire, après la Deuxième Guerre mondiale, cette différence s'est récursie, mais à l'heure actuelle, encore les responsables de la crise sont plus riches qu'avant. Donc les gens n'ont plus de confiance dans la démocratie. Deux fois, c'est parce qu'on n'a pas une culture suffisante et les gens sont convaincus de la fausse pureté du dogme. Le dogme de droite, de gauche, du dogme laïque, du dogme religieux comme les ISIS. Et partout dans le monde, il y a
cet genre de sauveur de la patrie terrifiante qui crée de troubles, qui fondent leur système sur la haine parce qu'ils n'ont pas d'idée pour être en groupe. Ils sont face contre les autres. La cohésion se base sur la haine. Ça crée des turbulences, des haines croissantes dans le monde. Et ça fait peur, lié à ce que cette crise climatique terrifiante contre laquelle on ne fait pas suffisamment on cherche pas suffisamment de solutions. Tout le monde, les experts, les gens du Pentagone aux États-Unis, ils disent que la crise de la Syrie et les migrants de la Syrie, ça a beaucoup à voir avec le changement climatique parce que après 7 ans de sécheresse, 7 millions de personnes ont quitté la campagne pour aller dans les villes comme Aleppo. Ça a créé une situation sociale qui a contribué à la violence, au déplacement. Et ces mouvements des personnes, ce n'est que le début. Et nous ne faisons rien dans ce monde dévoré par la haine. Donc, j'ai peur, une très grande peur. Et vous avez quelque chose à ajouter, Emmanuel? Non, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Rosa. Elle le formule beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Moi, c'est vrai que je me suis tout à l'heure contenté d'une espèce d'air accablé, quoi, ce qui est un peu ce que ça m'inspire. Mais tu le dis avec beaucoup plus de détails et malgré tout, je ne sais pas s'il y a il y a tout de même une forme d'espoir chez toi, comme quand on dit les choses justement avec cette détermination. Voilà. Donc, non, je t'écoute et je dis oui, je suis d'accord. Si jamais on pouvait inventer, ce qui est bon, c'est que l'histoire nous montre qu'on ne sait rien de l'avenir. L'histoire nous montre que tout d'un coup, il y a des changements qui viennent d'on ne sait où et qui vont affecter la réalité. Donc j'espère que devant nous, nous aurons des changements peut-être au niveau technologie ou politique, ou même il s'arrive où il y a des martiens qui arrivent à la Terre et on crée une union avec les martiens. Pour le moment, l'avenir est noir. Et justement, les changements numériques, le métaverse, je lis énormément ces jours-ci comme on s'adresse vers le métaverse. Et un gars parlait qui distribue des paquets de Amazon, mais dans le métaverse, c'est un soldier samouraï. Donc, on sent le changement d'air. Le métaverse, ils sont en train de nous parler des bienfaits du métaverse, Facebook, je vais dire. Ça existe depuis 25 ans. C'est un Second Life au niveau technologie amélioré, mais il ne faut pas avoir peur du métaverse. C'est beaucoup plus important l'interface du cerveau aux ordinateurs quantiques. Mais l'union du cerveau directement aux ordinateurs quantiques, ça va se faire d'ici 20 ans ou 30 ans. Et ça va nous changer la vie. Et c'est intéressant. Et ça fait peur. C'est une hybridation qui nous parle d'un changement d'air. Et dans ces contextes, écrire nous sauve, puisqu'on cherche. Moi, je ne savais pas, Rosa, que tu avais écrit une trilogie de science-fiction que j'aimerais beaucoup lire. Mais et toi et moi, on s'intéresse beaucoup à Dick, à Philip K. Dick, dont j'ai écrit la biographie. Et ce dont j'ai l'impression, c'est que Dick, qui est mort en 1982, est certainement, enfin, en gros, alors là, tout le monde dans lequel on vit, il l'avait décrit pratiquement. Vous voyez, toutes ces réalités virtuelles, tout cet enchevêtrement dans lequel on est, c'est d'une certaine manière,
c'est comme si on vivait dans le monde de Dick maintenant. Et d'ailleurs, c'est étonnant à quel point, disons, la fiction populaire, qui est donc celle qui vraiment façonne les esprits, les sensibilités, elle est totalement inspirée de Dick. L'exemple étant Matrix, quoi. La Matrix, qui est certainement un des films qui ont eu une des plus grandes influences sur la sensibilité, c'est entièrement du Dick, quoi. Même si même si le crédit n'est pas fait. Et c'est rare, je trouve, qu'un écrivain ait à ce point été prophétique. Es fantástico. Además, Dick es otro escritor que... Dick est aussi un écrivain qui connaît la frontière entre la réalité et l'imagination. C'est justement un écrivain qui écrit sur cette frontière entre réalité et imagination. Pour moi, écrire est mon salut, d'abord. Je ne sais pas comment ferais-je pour me lever chaque matin si je n'avais pas l'écriture. Je ne comprends pas comment les gens peuvent vivre sans écrire. Réellement, je crois que d'une autre part, Fernando Pessoa, merveilleux Pessoa, disait que l'existence de la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. Et c'est tout à fait comme ça, la vie ne suffit pas. C'est pourquoi il faut lire, c'est pourquoi quand on va au cinéma, on entend de la musique, on a besoin de quelque chose d'autre qui nous rachète de ce sale chaos qui est la vie, cette chose cassée. Et voilà la beauté de l'art et cette apparence d'ordre qui vous fournit la beauté de l'art. Je crois que c'est un salut, mais c'est pas parce que ça nous donne une réponse, mais ça nous réconforte, nous permet d'être en contact les uns et les autres, nous permet d'être en lien avec ce qu'on a de mieux chez nous. Le peintre George Braque disait une phrase que je vais me tatouer un de ces jours, une phrase que j'aime beaucoup, c'est comme un slogan pour moi, l'art est une blessure qui devient lumière. En effet, qu'est-ce que l'être humain va faire avec la blessure qui est la vie, avec les multiples blessures de la vie? Nous ne pouvons qu'essayer que ça devienne de lumière et on réussit ça à travers l'art. Votre dernier livre, Emmanuel, Yoga, c'est une défense de la littérature en tant que salut dans un moment de dépression où jaillit la littérature et donc écrire comme un salut. Je voudrais, si vous voulez bien nous partager avec nous cette idée, Emmanuel. Alors, la phrase de Braque que vient de citer Rosa, je ne la connaissais pas. L'art, c'est une blessure. Je répète, c'est une blessure qui devient lumière. Ouais. Elle pourrait être mise en épigraphe de ce livre, hein, de ce livre Yoga. Disons que c'est un livre qui, à partir de la pratique du yoga, mais en même temps d'une autobiographie psychique incluant des troubles psychiques qui m'ont conduit pendant plusieurs mois à être hospitalisé. C'est comment dire, oui, c'est peut-être parler justement de l'ombre et de la lumière dans les vies et dans la conscience de chacun d'entre nous, quoi, de ce qui nous fait à la fois profondément misérable, mais aspirant à une certaine harmonie, je pense que entre cette aspiration vers le haut, cette espèce d'attraction aussi du gouffre, ça, c'est notre histoire à tous, il me semble. Alors, dans ce livre, je la raconte d'une façon peut-être un peu extrême, à travers des expériences un peu extrêmes, mais en réalité, c'est vraiment, ça parle de notre vie à tous, quoi. Ça parle et voilà, c'est ce que, à partir de ma propre expérience personnelle, intime, tout ça, j'ai essayé de raconter de donner forme à ce quelque chose qui me semble universel. Et je réitère donc la question. La littérature est un salut
c'est pour vous la question. Il y en a un, ça serait peut-être la littérature, mais j'ai un doute sur le salut. Euh, enfin, enfin, je dis ça parce que peut-être que je suis dans un accès de pessimisme ces temps-ci, mais moi mon meilleur ami, qui est un esprit plus religieux que moi, dit que au fond, la vie dans laquelle on est, c'est une espèce de pétrin. Je ne sais pas s'il y a un équivalent du mot, enfin une espèce de monde à la fois chaotique et un peu ce que les hindous appellent le samsara, quoi. Et que c'est-à-dire une espèce de roue de métamorphose, de misère, et qu'on est sur Terre pour essayer d'en sortir, quoi, du samsara. Et alors la sortie du samsara, c'est ce qu'on appelle le nirvana. Donc en ce sens, ça ne veut pas dire qu'on y a accès, mais tout de même qu'on est là pour ça. Et que d'ailleurs, ce livre, encore une fois, est une espèce de description du samsara, d'un samsara intime, mais avec une espèce d'aspiration au nirvana. À défaut d'y avoir accès, il y a un désir. Quelque chose à ajouter, Rosa? Oui, mais je connais presque par cœur votre livre Yoga, car le livre que je viens d'écrire, j'ai fait énormément de citations de votre livre Yoga. C'est un livre extraordinaire. Vous dites que quand vous étiez vraiment désespéré en hôpital psychiatrique et qu'on vous faisait des électrochocs, vous dites, je me rappelle pas de mots précis, mais il y a une phrase que vous dites, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux le raconter. Voilà ce que je fais toute ma vie, ce qui me permet de continuer. Et entre une session et autre, je fais je prends mes notes, mon gribouillage pour faire ces livres. Et ça, je trouve, c'est très très beau. Donc, en effet, c'est un salut. Oui, il faut le voir comme un salut. Et je vous ai cité dans mon livre. Oui, voilà. Donner de la lumière aux blessures. C'est vrai que c'est un grand privilège, hein, d'écrire. Ça veut dire qu'on arrive tout de même à tirer quelque chose de notre misère, quoi. Mais c'est la phrase de Braque, hein, tu as tout à fait raison, elle est splendide. Tu as raison de te la tatouer, je vais faire pareil. Sí. Muy bien, vamos a ir terminando y quisiera una... Il va falloir finir. Une dernière question. Sur votre chemin, vous l'avez déjà dit, en tant qu'écrivain, parfois il faut habiter son monde intérieur, d'autres fois il faut sortir vers les dehors. Dans votre routine, comment vous faites cet équilibre entre sortir à l'extérieur et vivre le monde intérieur? Pues je ne sais pas, je le fais d'une façon naturelle. Je ne suis pas capable de programmer la vie. Donc, j'ai une certaine claustrophobe. Donc, j'ai horreur de tout gérer, de faire un planning. Je pars un programme. Donc, en fonction de ce dont j'ai besoin, je le fais. Et je suis un peu explosive. J'ai beaucoup d'amis auxquels j'aime beaucoup, auxquels je consacre beaucoup de temps. Parce que pour avoir de bons amis, il faut investir en temps de qualité. Et c'est une des choses de quelles je suis vraiment fière dans ma vie. C'est peut-être ma meilleure réussite. Donc, la partie sociale est très importante pour moi. Mais de temps en temps, des fois, j'ai besoin de sortir, de partir. Demain, je pars dans un petit appart que j'ai au Portugal. Je ne peux pas demeurer 5 semaines sans voir personne, sans parler à personne. Vraiment, je profite. Je peux écrire. Donc, je fais l'une ou l'autre, la vie sociale, les rester à l'écart, en fonction de mon propre cœur. J'écris des WhatsApps. Oui, mais je vois personne. Je vois peut-être celui du supermarché, mais avec mes chiens, je fais de la gymnastique,
je promène mes chiens, j'écris, je vois des séries télévisées. Et vous, Emmanuel, comment vous gérez ces voyages entre l'intérieur et Ça me paraît une très bonne vie que décrit Rosa. Moi, je suis très sensible à ce qu'elle dit du fait qu'il faut entretenir l'amitié, que l'amitié requiert de la fidélité, requiert d'être entretenue, et que c'est vraiment très important. Et j'ai comme elle le goût de la solitude par période, comme ça. Alors, maintenant, je vis à Paris, hein, j'ai toujours vécu à Paris, mais j'ai une fille qui a 15 ans, donc comme elle est avec moi 15 jours par mois, donc 15 jours par mois, ça veut dire que c'est quelque chose qui me retient absolument à Paris, quoi. Mais dans quelques années, elle sera suffisamment grande, comme le sont mes fils d'un premier mariage, pour pouvoir vivre sa vie. Et à ce moment-là, j'imagine volontiers de plus vivre à Paris. Si vous voulez, j'ai vécu toute ma vie à Paris, c'est pas mal Paris, mais voilà, c'est trop, quoi, j'en ai assez. Mais pour l'instant, voilà, j'y suis encore tenu quelques années. Donc, si je vis suffisamment, dans quelques années, j'irai bien m'installer, je sais pas, à la campagne, au bord de la mer. La solitude me convient de plus en plus. Sí. Oui, ça fait un peu peur quand même, quand on aime tellement la solitude, et ça unit au fait de vieillir, si on peut dire, l'âge et la vieillesse a une tendance à l'isolement. Donc il faut faire attention tout de même, car on risque d'être trop dans cette solitude. Au moins, à moi, ça me fait peur. Et à vous, Emmanuel, ça vous fait peur aussi, Soledad. cette solitude? Ça ne me fait pas tellement peur, mais le fait est qu'en dehors de périodes comme ça, je ne l'ai jamais vécu, et c'est très différent la solitude choisie et l'isolement, quoi, la solitude imposée, éventuellement avec l'âge, tout ça. La solitude choisie, il n'y a rien de mieux, hein, quand on décide d'aller passer 3 semaines, 1 mois tout seul, comme tu dis, au Portugal ou en Suisse, et voilà, et écrire. Et bon, moi, j'ai pas de chien à promener, ça viendra peut-être un jour, mais ça, c'est une solitude merveilleuse. Mais la solitude qui est imposée, c'est autre chose. Sí, pero demasiado maravilloso. Oui, mais c'est même trop merveilleux. Decidme Ce qui est agréable avec Rosa, c'est qu'on est d'accord sur tout. Sí. Maravilla. Pues Quelle merveille. Qué honor. decidme finalmente en pocas palabras una ventaja de la edad. Un avantage de l'âge, dans peu de mots. Oh, regarde, l'avantage pour moi, c'est grandir avec les amis et avoir ces parcours ensemble avec les gens que tu aimes, qui sont de témoins de ta vie. Et toi, tu es les témoins de leur vie. Cet amour, cette amitié qui grandit, qui est à chaque fois plus polyédrique et profonde, ça n'a pas de prix. Un avantage de l'âge pour vous, Emmanuel? De gagner en liberté, de gagner peut-être quand je dis en liberté, c'est en liberté. Vous savez, tu sais, il y a cette expression anglaise qui est to think out of the box. Peut-être que l'âge, ça sert aussi à penser un peu plus out of the box, quoi. Alors, par ailleurs, ce que dit Rosa me touche beaucoup. Je le ressens très bien, cette idée d'avoir été témoins les uns des autres, d'avoir grandi, mais il se trouve que je l'ai pour ma part exprimé de façon très détaillée et je pense éloquente dans l'adversaire, quand le meilleur ami du type du héros de l'adversaire, justement, il se raconte que leur vie, ça a été ça, qu'ils se sont grandis ensemble, qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu des enfants, au fond, quand ils ont été complètement des témoins de la vie de l'autre, qui savent tout l'un de l'autre. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'était que son ami mentait depuis 20 ans et qu'il a fini par tuer tout le monde. Tremendo. Encore une conclusion sympa. Bueno, Muy de agradable. momento hemos sacado conclusiones. Pour l'instant, nous avons tiré des conclusions positives malgré un regard quelque part pessimiste. Mais la vie peut être tellement belle. La vie
La vie est belle. Et oui, et pensez out of the box. Merci Rosa, merci Emmanuel Carrer, Foro de la Cultura, Fundación Telefónica. Merci à